Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Après une semaine très mouvementée, le PSG va se déplacer à Troyes, retrouver les terrains dans sa course au titre qui s'est un petit peu resserrée ces derniers temps, même si à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le coup d'envoi de Lens-Marseille n'a pas été donné. C'est évidemment le match du week-end en Ligue 1, puisque de notre côté, Troyes n'est pas l'adversaire le plus difficile des 5 qu'il nous reste. Auxerre, Strasbourg, Clermont qui pratiquent du beau football seront par exemple un petit peu plus coriaces. Bref, dans tous les cas, on n'a que 19 joueurs de convoqués en comptant les gardiens. Pas trop de solutions pour la composition, il va falloir faire avec de la créativité. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques mais d'excellente qualité. Il y a la boutique bien sûr, mais j'aimerais m'arrêter avant sur leur groupe WhatsApp qui est dans la description. Vous pouvez le rejoindre, ça vous coûte rien. Et ils font très souvent des tirages au sort pour vous faire gagner des maillots que vous pouvez personnalisé avec flocage et tout ça, et que vous recevez chez vous donc gratuitement. Si vous voulez faire directement vos emplettes, il y a la boutique, maillots de tous les clubs, sélection nationale, vintage, rétro, NBA aussi, des équipements de Formule 1, les survêtements de tous les clubs bien évidemment, et des délais de livraison assez raisonnables d'environ 3 semaines à des prix très bas, comptez une trentaine d'euros pour un maillot floqué, sans compter les réductions qui sont quand même très souvent présentes. Là par exemple, jusqu'au 16 mars, vous avez un maillot offert pour 2 achetés, 2 offerts pour 4 achetés et 3 offerts pour 6 achetés. Toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon alors, pour commencer, je reviendrai sur ce Lens-Marseille, très beau match ce soir et évidemment en tant que supporter parisien, je pense qu'on se doit d'espérer un match nul, que les points soient partagés entre les deux équipes, parce que c'est ce qui nous mettrait le mieux au classement d'un point de vue comptable avant d'affronter Troyes, surtout quand on connaît les capacités de nos joueurs à faire caca culotte, quand les événements ne tournent pas en leur faveur et que la pression augmente. Bref, ceci étant dit, la direction a remis de l'huile sur le feu par rapport à cette semaine qui n'était déjà pas une belle préparation à ce match, parce qu'on a parlé de tout sauf de foot. La direction qui a bloqué les 450 places allouées au collectif Ultra Paris. On se déplace demain, il y a 900 places pour les supporters parisiens qui font le déplacement, 450 pour le Cup, qui ont donc été bloqués par la direction, visiblement énervés des événements de la semaine. Alors, je préfère vous prévenir, j'ai aucune info. Ce qu'on sait, et Romain Mabille l'a confirmé, c'est que Nasser a refusé de les recevoir avant donc cette mobilisation. Donc il a refusé la discussion et au final ça a donné ce qui s'est passé cette semaine. Moi ce que je peux vous dire en tant qu'observateur avisé, c'est que ce qui a énervé la direction, c'est certainement pas ce qui s'est passé au domicile de Neymar. Soyons très clairs, c'est le fait que Nasser ait été cité, qu'on ait eu des directions d'émission. Ça paraît être une évidence, comme je le disais hier, la direction sont les premiers contents de ce qui s'est passé avec Neymar, parce qu'ils veulent le virer depuis 1 an et demi, et que Luis Campos, pour ne citer que lui, mène une cabale médiatique depuis longtemps envers Neymar, ou alors Marco Verratti dernièrement avec l'histoire des 4 kilos en trop après la Coupe du Monde qui fuite bizarrement 6 mois après un match où Verratti n'est pas bon, évidemment, mais où surtout pour la direction, il faut se trouver des coupables et se protéger. Pour Neymar, c'est pareil. Tout l'été dernier, on a eu des articles tous les 2 jours. Rappelez-vous, en février, mais... Bref, j'en ai déjà parlé hier, j'ai fait une vidéo d'une demi-heure, mais voilà, quand il se blesse, le nombre d'articles qu'on a, et même, il y a des faits qui sont graves, des supporters qui viennent au domicile du joueur pour crier « casse-toi ». Ce qui se passe, c'est les médias qui sautent dessus pour revenir sur les rumeurs de départ, le club qui n'éteint pas ça en fait. Voilà, le club qui laisse aller, parce qu'on sait très bien que ces rumeurs, elles viennent de personnes dans l'entourage de la direction pour essayer un petit peu de créer un climat favorable à un départ de Neymar qui est quand même très compliqué à réaliser. Soyons objectifs, prenons du recul. Donc voilà, pour cette histoire des ultras bloqués, c'est vraiment rajouter de l'huile sur le feu, c'est idiot, bien sûr, et évidemment que c'est certainement pas pour ce qui s'est passé auprès de Neymar, mais parce que la direction a été touchée dans son ego. Bon, dans tous les cas, demain soir, il faut absolument gagner. Parce que comme je l'ai dit, il nous reste 5 adversaires. 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont au Parc, dans ce qui pourrait être donc le match du titre de la célébration.
Wow, quelle célébration, ça va être très morose. Donc sur ces 5 adversaires, les plus faciles, ils ressortent facilement. C'est 3 demain et Ajaccio la semaine prochaine. Auxerre, Strasbourg ont encore une chance de se maintenir, sont des équipes qui pratiquent un beau football. On aura le retour de Lionel Messi aussi. Clermont sont actuellement 9e, je crois, avec le match de Nice qui gagne. Ils étaient 8e avant. Ils pratiquent du beau football, sous-côté même, hein, je trouve. Voilà, on a longtemps parlé du Reims de Will Steele. Le Clermont qui était... Attends, ils étaient 12e, je crois, avant la reprise à la 18e journée. Et qui, du coup, là, ont quand même gravi 3-4 places. C'est vraiment bon, voilà, c'est vraiment du bon travail pour le dernier match, qui, on l'espère, hein, à ce moment-là, le titre sera bouclé. Hein. Donc voilà, il faut absolument gagner demain. Bref. Bon, Neymar, Kimpembe, Mukiele, Messi, Hakimi, Timothée Pembele sont forfaits, ça vous l'avez tous vu. Renato Sanchez fait son retour dans le groupe. Nuno Mendes, je voulais m'y arrêter parce que c'est une nouvelle qui est passée cette semaine, qui n'a pas fait grand bruit, évidemment, étouffée par les trucs de Messi et tout ça. Fin de saison. Fin de saison pour le Portugais. Alors, sachant que c'est un des seuls joueurs qu'on apprécie dans cet effectif, ça enlève encore plus d'attrait dans les matchs qu'on regarde. Et puis surtout, on peut s'inquiéter parce que cette saison a quand même été très hachée pour lui. Moi, je pense que là, on est à ça de l'opération. Je m'explique. Début octobre, contre Benfica, il sort. Blessure aux ischio-jambiers. Ok ? Il revient pour le match contre la Juve qui nous fait gagner. Là, en rentrant, il met un beau but. Très bien. Ensuite, à la Coupe du Monde, il rechute aux mêmes ischios. C'est les échos qu'on a eus à la Coupe du Monde. Il a rechuté par rapport à sa blessure d'octobre. Il ne revient pas avant fin janvier. Là, vraiment, pendant 1 mois et demi, on l'oublie. Contre Lille, il sort. Là, c'est une autre blessure. C'est au genou, sur un contact dans la surface en début de match. Pas de problème. Et là, contre Lens... contre Lens, il sort. Galtier dit en conférence de presse qu'il a mal au même endroit qu'à la Coupe du Monde, donc au même endroit qu'en octobre, les ischio-jambiers. Contre Lorient, il revient un peu trop précipitamment, rechute, et au final, le club nous dit fin de saison pour les ischio-jambiers. Voilà, une zone sensible du corps. Quand je dis qu'on est à ça de l'opération, c'est parce qu'en fait, on a vraiment le même scénario qu'avec Nordi Mukiele, qui a été opéré lui, et je vais vous le refaire, le scénario avec Nordi. Alors ça commence, match de Coupe de France contre la Berrichonne, rappelez-vous, au quart d'heure de jeu, on pense tous qu'il se fait les ligaments croisés sur une image qui est vraiment pas belle à voir, et au final il revient sur le terrain. On se dit waouh, c'est vraiment un guerrier, il est très très fiable physiquement, et il était déjà à Leipzig. Et bien une semaine plus tard, ça ne trahit pas, contre Rennes, il se pète aux ischios. Aux ischios pour... un mois, ouais, un peu plus d'un mois, parce qu'il revient contre l'OM, il fait un bon classico. Contre Nantes, il se pète encore, mais c'est au tendon d'Achille. Contre le Bayern, il joue 10 minutes, et là, saison terminée, on le revoit plus. Le PSG nous annonce qu'il a rechuté aux ischios, voilà, même blessure qu'en janvier, pour une opération en Finlande. Tout ça pour dire que notre staff technique, notre staff médical doivent vraiment être bien nazes, parce que les organismes, on a vraiment poussé dessus. C'est la faute aussi à la gestion du mercato de l'été dernier, parce que Galtier nous dit en conférence de presse qu'il veut un groupe de 21 joueurs de champ. Voilà. Au final, aujourd'hui, il en convoque 19, auxquels il faut donc enlever les 3 gardiens. Donc aujourd'hui, il convoque 16 joueurs de champ. 5 de moins que ce qu'il nous annonçait au mercato. Au mois d'avril, les gars. Le mois où, normalement, les effectifs qui visent la Ligue des Champions sont au pic de leur forme. Les préparations physiques du mois de juillet-août, elles sont faites pour atteindre leur pic à ce moment de la saison. Là, maintenant. Semaine prochaine, je préviens, c'est les demi-finales de Ligue des Champions, en fait. J'ose pas imaginer si on s'était qualifié contre le Bayern. Le massacre que ça aurait été, au vu de notre effectif qui a été préparé n'importe comment. Parce que Galtier, pendant qu'il nous disait son groupe de 21 joueurs là, il recrutait Renato Sanchez, il donnait un contrat de 5 ans à un joueur qui connaissait mieux que personne pour ses blessures. Hugo Ekitike, pareil, il signe. C'est une de nos seules recrues offensives avec Carlos Soler, si on le met dans ce secteur-là. Hugo Ekitike qui sortait d'une seconde partie de saison compliquée à Reims, où il a eu quelques blessures. Pas mal. Franchement, c'est ahurissant, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. On est en avril,
Tous les clubs d'Europe, ils sont en surperformance, les joueurs sont en sur-régime physique. Manchester City, ils sont repassés devant Arsenal, ils ont toute leur équipe, où tous les postes sont doublés, ils vont affronter le Real avec l'équipe à fond au top de leur forme. Nous, eh ben, on est contre 3, à trembler et à convoquer Serif Naga, l'enfant de Nuno Mendes. C'est vraiment... bon bref, ça me dégoûte du football tout simplement de dire ça. Et il faut le dire. Voilà. Cette histoire de groupe de 21 joueurs, ce staff médical et technique qui doit vraiment être mais d'une incompétence totale parce que vraiment on a poussé sur les organismes comme pas possible quoi. Nuno, tu le vois, mais c'est comme Mukiele, Marquinhos sur le match retour contre le Bayern. Tu vois pertinemment que là, Galtier, plutôt que de faire son système à 3 avec Bichabou qui n'est pas à l'aise dedans, il doit mettre un petit peu de créativité, voilà, hein, pour en fait essayer de mettre tout le monde dans les bonnes dispositions et pas forcer sur Marquinhos, sur Mukiele. Bon bref, pour demain tactiquement, alors le système à 3, ça me fait un petit peu peur parce qu'on a ni Nuno ni Achraf. Évidemment, sans eux, il a plus grand sens ce système. Contre Monaco, par exemple, en février, quand on perd 3-1, là, il met le système à 3 avec Pembele et Bernat en piston. Bah, au final, à la demi-heure de jeu, il repasse à 4 derrière parce qu'il se rend compte qu'il n'y a aucune animation, c'est pas possible. En plus, à l'aller contre 3, on s'est fait un peu malaxer sur les côtés. On a pris 2 buts bêtes depuis des centres, en plus d'un corner qu'on a mal géré, même si Mukiele fait plutôt un bon match sur son côté droit à ce moment-là. Je préfère demain le système à 4. Voilà. Donc on va partir sur un 4-4 de losange, avec donc Donnarumma, Marquinhos en latéral droit, et je suis désolé, s'il met Zaïre Emery sur ce côté droit et lui demande de l'animer, il ne faudra plus rien attendre. Marquinhos a joué à ce poste-là sous Laurent Blanc, je l'ai dit à plusieurs reprises en vidéo, pour moi, il a les qualités, les caractéristiques pour jouer à ce poste-là. Voilà. Danilo axe droit, Ramos axe gauche. À gauche, je préfère mettre El Shaddai Bichabou en pensant à son bon match qu'il a fait contre Strasbourg fin décembre, plutôt que Bernat en pensant à son match qu'il a fait la semaine dernière contre Lorient en fait. Alors Bichabou, même Naga en fait, ces deux mecs-là sont devant Bernat dans la hiérarchie. Ça me dégoûte qu'aujourd'hui, on s'acharne sur Neymar, sur Marco Verratti, quand Bernat a un salaire de 8 millions par an et une condition physique aussi déplorable que la sienne. Parce que vraiment, c'est horrible ce qu'il nous propose. Il a juste un truc aujourd'hui qui lui reste, c'est sa capacité à faire des appels dans le dernier tiers. Et encore parce que derrière, il est tellement essoufflé, il lui faut absolument sa dose de ventoline, il fait le mauvais choix dans le dernier geste. Mais c'est le seul truc qui lui reste. Défensivement, il est vraiment pas bon. Au duel, c'est pareil. Il est en retard à chaque fois, il se fait bouffer sur les dédoublements dans les 1 contre 1 par son vis-à-vis, et vraiment c'est une honte. Son match contre Lorient est absolument honteux, il y en a plein d'autres cette saison, et c'est vraiment un des joueurs qui me dégoûte le plus dans cet effectif, parce qu'en fait il est à 8 millions par an jusqu'en 2025, cet été donc il va s'accrocher au contrat, on va peiner à s'en séparer, et donc on va pas recruter de doublure potable à Nuno Mendes, qui se blesse très souvent, et on va devoir continuer avec Bernat. Serif Naga, il est gentil Serif Naga, mais il a déjà quelques petites lacunes défensives, et surtout il est jeune. J'ai pas envie qu'on fasse comme avec Bichabou ou Zaïre Emery, même si bon, ces derniers temps on les voit plus, à savoir le lancer parce que on est délabré complètement à ce poste-là en fait. C'est pas comme ça qu'on fait une bonne politique des jeunes. C'est pas en les mettant directement en numéro 2, en leur faisant griller les étapes parce que on est incapable de trouver des joueurs couteaux suisses qui sont bons à plusieurs postes et qui peuvent donc combler quand quelqu'un est absent. Voilà, c'est pas comme ça que ça se fait en fait. Donc, demain, Shaddai ou Naga à gauche. Fabien Ruiz devant la défense, je le préfère à ce poste-là. Verratti plus haut pour lancer Mbappé. Zaïre Emery et Carlos Soler. Soler, j'ai regardé le résumé du match aller contre 3. Comme je vous disais, on gagne 4-3, rappelez-vous. Et je peux vous dire on prend 3 buts bêtes. Hein. Alors, demain, je pense que ça devrait encore être le cas avec notre défense de Guignol. Mais à l'aller, on met 4 buts, dont 3 qu'on verra pas demain. Je préfère vous l'assurer. Messi la frappe de loin, voilà, le gros pétard, il n'est pas là. Je ne vois pas Carlos Soler ou Verratti déclencher des 30 mètres de main. Neymar sur une passe en profondeur de Messi.
et Carlos Soler sur une magnifique passe de Neymar. Carlos Soler qui fait un bon match d'ailleurs à l'aller, but, et il va chercher un penalty pour Mbappé, le quatrième but je crois. Donc bon, ça peut donner peut-être quelques espoirs pour demain avec Carlos Soler, quoi. Je titularise parce que dans le dernier tiers, il est plutôt bon. C'est un des seuls qui arrive à décocher des frappes, qui arrive à se déplacer dans la surface, sachant qu'on n'a pas Messi et qu'on va titulariser Ekitike, qui a joué 17 minutes, je crois, qui a quasi pas joué depuis 2 mois. Bon, voilà, je préfère un petit peu maximiser mes chances dans le dernier tiers, plutôt que tout miser sur Mbappé, sachant que au poste de latéral, bon, tu pars avec Marquinhos et Bernat, Shadaï, machin chouette. Donc bon, voilà, je préfère mettre Carlos Soler, qui m'apporte plus de garanties, et Zaïre Emery aussi, parce que lui, à la différence des autres, il est capable de porter le ballon. Et au mois de février, il a marqué des buts en réalité contre Montpellier et contre Monaco. Voilà, quand Vitinha a juste décoché une frappe contre Lens dans un match supériorité numérique, et un moment qui paraissait hors du temps, puisque derrière, ça ne l'a pas empêché de pondre sa bouse hebdomadaire contre Lorient la semaine passée. Bref, j'aimerais terminer cette vidéo en parlant de Shadaï et Ramos. El Shaddai Bichabou, selon l'équipe, on a eu 2 offres de Dortmund et Francfort qui vont jusqu'à 15 millions bonus compris. Alors, je vais vous donner mon avis, il est très clair. Le joueur est en fin de contrat en 2024. On l'a vu, bon, il a eu que 4 titularisations. C'est vrai que c'est pas énorme, mais je crois qu'il a joué une dizaine de matchs cette saison, c'est pas trop mal. À chaque fois, c'était au moins une occasion franche pour l'adversaire, si ce n'est un but. Contre Châteauroux, rappelez-vous, cafouillage avec Navas, but. Contre Toulouse, il rentre tout de suite, carton jaune, coup franc, Van de Bomen, très beau joueur, but. Contre le Bayern, je veux bien qu'on incrimine Marco Verratti, qu'on incrimine Galtier qui a mis Bichabou en avant dans les médias, pas de problème, ça c'est la réalité. Mais enfin, Bichabou fait la même erreur qu'il fait contre Monaco. On rappelle qu'à Monaco, c'est pareil, un but, parce qu'il revient dans l'axe, alors que, évidemment, c'est la règle d'or pour un défenseur, ne pas chercher l'axe quand tu es pressé, mais aller sur les côtés, c'est comme les gardiens quand ils font un arrêt, évidemment repousser sur le côté, pas boxer dans l'axe, c'est une évidence. Des lacunes à la relance, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste que c'est quelqu'un qui, avant même d'intégrer les pros, peinait à progresser sur ces derniers mois. Donc, moi, à partir de 12 millions secs de transferts, ça paraît évident que ça part en fait. À la limite, allez, pour vous faire plaisir, tu mets une clause de rachat à 15-20 millions, au cas où il devient un crack international, et encore, franchement, j'en suis vraiment pas sûr. Voilà. Et puis voilà, tu fais ton argent, parce que je ne sais pas si on se rend compte, le vendre après les matchs qu'il pond, 12 millions, 15 millions avec bonus pour 1 an de contrat, on rappelle que sa fin de contrat est en 2024 aussi. Il n'a toujours pas prolongé, les gars. Faudra pas venir pleurer si au final il nous la met à l'envers comme tous les autres. Donc, pour moi, 12 millions secs, ça part. Je vois pas pourquoi on devrait le retenir cet été. Et Sergio Ramos, alors, Sergio Ramos, en début de semaine, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais, cet été, il faut du changement. Il faut faire partir soit des titulaires dans ce 11 aujourd'hui, soit des historiques du vestiaire. Donc on peut penser à Verratti, Marquinhos. Entre Verratti et Marquinhos, je donne la priorité à Marquinhos. Et je vous disais donc, pour moi, en l'état, si j'étais à la tête du club, que je pouvais faire ce que je veux, je fais partir Marquinhos pour un billet de 50-60 millions, qui est plutôt facile à trouver, je pense, en Première Ligue. Je les réinvestis sur un défenseur avec un autre profil qui va être jeune, venir changer ma dynamique défensive, qui va venir être titulaire, et je prolonge Ramos dans la rotation, derrière Milan Skriniar qui va donc arriver. Par exemple, Milan Skriniar, que je ne refuse pas, parce que ça reste quand même un très bon défenseur. Voilà ce que je fais dans un monde idéal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Marquinhos va prolonger, et entre Marquinhos et Verratti, même si je donne priorité à Marquinhos pour le départ, la réalité, c'est que celui qui a le plus de chances de partir, c'est Verratti. Et encore, elles sont minimes. Parce que Marquinhos s'apprête à prolonger, c'est déjà fait. Voilà, on a eu l'information la semaine dernière. Il se promenait au camp des loges avec un maillot Marquinhos 2027. On attend juste le bon moment pour poster les images et l'interview d'officialisation. Donc Marquinhos reste. Pour moi, Ramos doit partir. Il faut du changement dans ce secteur.
Voilà, c'est simple. Et on a eu des médias espagnols cette semaine qui nous disent que on va avoir une prolongation avec un salaire baissé. Alors c'est des médias espagnols, je vous l'accorde, il n'y a pas de sources fiables qui ont dit ça pour l'instant. Mais enfin, Nasser, il y a quelques semaines, disait dans son interview à Marca, là, qu'il travaillait à prolonger Messi, Ramos et Mbappé. Voilà, donc c'est pour vous dire l'état d'esprit du club. Moi, en fait, dans cette prolongation de Ramos aujourd'hui, parce que Marquinhos reste, j'y vois pas grand-chose de positif, en fait. Là, on va partir avec donc Skriniar qui arrive, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, PT qui va revenir qu'en septembre. Et derrière, là, je pense qu'avec la prolongation de Ramos, le club va vraiment vouloir prendre un défenseur central gaucher parce que Campos va encore nous imposer son système à 3 derrière, qui nécessite donc un défenseur gaucher. Moi, Ramos, je l'adore. Pour moi, c'est vraiment une légende et je dirais que dans cet effectif, en étant objectif, c'est un des joueurs pour qui j'éprouve pas de dégoût, malgré ses prestations plus que moyennes, et on va y revenir. Voilà, par exemple, comparé à Marquinhos, Hakimi, Verratti, Vitinha, Marquinhos, Hakimi, Verratti, oui, sur la seconde partie de saison, clairement. Vitinha, c'est pas un joueur qui me dégoûte, en fait, Ramos. Voilà, parce que je sais que c'est un grand professionnel, je sais qu'il a ses lacunes, on peut pas lui en vouloir au vu de son âge, voilà, qu'il essaye de faire avec son âge. Bon, bref. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a besoin de défendre bas dans sa surface, dans un bloc resserré, ce qui n'est pas notre cas en Ligue 1, où on a le ballon très haut la plupart du temps, et où les équipes jouent en contre avec des ailiers virevoltants ou des numéros 9 très puissants. Et c'est pour ça que Ramos, en Ligue 1, sa saison, elle est compliquée en fait. En plus, on va ajouter Skriniar qui va avoir globalement les mêmes problèmes qu'à Ramos actuellement. Voilà, Skriniar, je préviens, il y aura des moments dans les débriefs où on lui tombera dessus parce qu'il se fera prendre dans son dos, dans la profondeur, par un ailier virevoltant de Ligue 1. Ça, c'est écrit, c'est comme le nez au milieu du visage. Et pour revenir à Ramos, c'est d'ailleurs ça qui explique sa bonne double confrontation contre le Bayern. On était recroquevillés dans nos 30 derniers mètres. Forcément, il a surnagé, il a fait une bonne double confrontation, que certains nous citent pour légitimer sa prolongation. Mais enfin, rappelons quand même qu'il est bon, contre un Bayern qui a fait partir Lewandowski l'été dernier sans le remplacer. Et au final, ses Choupo-Moting sont vis-à-vis. Je pense qu'on va quand même se détendre et nuancer cette double confrontation. Contre un Bayern qui ensuite a été inoffensif contre Manchester City et qui cet été va reconstruire complètement son attaque, avec par exemple Gnabry Mané sur le marché des transferts, et la volonté de recruter un vrai numéro 9. Ils veulent investir sur Kolo Muani, je pense qu'on va avoir des rumeurs Harry Kane prochainement, voire même Vlahovic de la Juventus de Turin par exemple. Bon, performer contre une équipe qui a fait partir son meilleur joueur, meilleur attaquant en tout cas la saison dernière sans le remplacer, et qui va reconstruire toute son attaque, pardonnez-moi, je ne crois pas que ça légitime complètement une prolongation. Ensuite, à la relance, je trouvais ses qualités plutôt bonnes. La saison dernière, le peu de fois où on l'a vu, il changeait la face de l'équipe. Il faisait des super renversements sur Hakimi, il jouait long, c'était téléguidé, et franchement, je kiffais. Par exemple, son match contre Saint-Etienne, là, où il y a un triplé de passes décisives de Messi, Ramos est très bon, c'est son premier, je crois, au PSG. Cette saison, on n'a rien vu de tout ça. Aucune prise d'initiative à la relance. Et je trouve qu'en fait, la relance, je disais au moment de sa signature, c'est une de ses qualités les plus sous-cotées sur sa carrière, Ramos. Mais il a le vice, il a le carton jaune, il a la capacité, le jeu de tête, il a tiré les pénaltys. Oui, ok. Une fois que tu as dit ça, il ne faut pas oublier ses qualités à la relance qui font de Ramos un vrai défenseur moderne quand il le veut. Et cette saison, on ne l'a vraiment pas vu. Après, niveau leadership, alors il a peut-être joué un rôle pendant le penalty gate l'été dernier, mais sur le terrain, on n'a pas vu grand-chose. Cette saison, il a été de toutes les défaites en Ligue 1. Contre le Bayern, il a beau faire une belle prestation, on prend 3-0 aller-retour, c'est terminé. À part peut-être son match contre Marseille en Coupe de France, où là, j'ai vu un vrai leader. Là, j'ai vu Sergio Ramos. Mais sur le reste, bon, il n'a pas transcendé l'équipe, quoi. On ne l'a pas vraiment ressenti. Pour caricaturer, en fait, Ramos colle tellement pas avec le jeu qui est pratiqué en Ligue 1 que, au vu de son âge, je préfère le faire partir et faire revenir Thiago Silva, qui était très à l'aise en Ligue 1 de par sa lecture du jeu, son anticipation exceptionnelle, plutôt que prolonger Ramos. Ça, je dis pas que je le veux, c'est juste pour illustrer en fait, pour vous dire que voilà, à un moment donné,
il faut aussi savoir changer. Surtout que tu peux là faire une sortie par la grande porte. Tu lui fais une cérémonie en juin. Là, je suis sûr qu'il sera acclamé par le Parc des Princes parce que ça a été un grand professionnel. Là-dessus, pas de problème. Hein. Vraiment, vraiment, je n'enlève rien à Ramos et je le répète, je l'adore. Hein. Je l'adore. Et dans mes plans parfaits, je l'aurais prolongé et j'aurais fait partir Marquinhos. Sauf que c'est pas le cas. Et il faut trancher dans le vif avec la prolongation de Marquinhos qui est faite. Donc, voilà. On sait tous que au PSG, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait la saison de trop. Di Maria, la saison dernière, il ne mettait pas un pied devant l'autre. C'était logique de ne pas le prolonger. Ce qui n'est pas logique, c'est de l'avoir remplacé n'importe comment. Cavani, janvier 2020, tu le retiens, je crois, il y a l'Atlético qui propose. Leonardo le retient. Au final, il te la met à l'envers 6 mois plus tard pour le Final 8. Et il se casse avec juste un mot d'au revoir sur les réseaux sociaux pour les supporters. Super les adieux. Pour El Matador qui était adulé par les ultras au Parc des Princes. Là, Ramos, tu peux trancher dans le vif, bien remodeler ton secteur défensif et faire une sortie par la grande porte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'oppose à sa prolongation, encore une fois, parce que Marquinhos a prolongé et qu'il faut vraiment du changement dans ce secteur. Voilà, je fais partir Ramos et son gros salaire pour ensuite essayer vraiment de faire un autre recrutement à ce poste-là. Moi, je le sens gros comme une maison qu'on va prolonger Ramos et qu'on va recruter un central gaucher par défaut parce qu'on n'aura pas de budget dans ce secteur. On va hypothéquer le reste du mercato pour recruter notre buteur et un ailier. Après, au milieu, comme d'habitude, on va recruter le mec à 40 millions qui se fera tabasser toute l'année. Et en défense centrale, je pense que ça va partir sur peut-être un joueur libre ou vraiment au rabais, quoi. Je le sens gros comme une maison. Alors que tu peux trancher dans le vif, te libérer de la masse salariale, faire une grosse indemnité de transfert sur Marquinhos et renouveler. Parce qu'à un moment donné, dans cette équipe, s'attaquer aux joueurs qui sont sur le banc, qui ont des salaires de 5 millions d'euros pour sortir des prestations lamentables contre le dernier de Ligue 1, c'est bien. Mais ces joueurs-là, ils ne sont pas titulaires en Ligue des Champions. C'est pas sur eux qu'on compte pour aller la gagner. C'est sur les titulaires. Et il faut aussi changer quelque chose dans le 11. Voilà. Voilà un petit peu mon avis sur tout ça. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain bien évidemment pour le débrief. Ciao.